je vais un petit peu vous présenter tout un tas d'informations pour ne pas passer à côté de l'industrie 4.0 et faire en sorte que vous soyez à même de bien comprendre les enjeux et pouvoir mettre un vrai pas dedans, dans cette industrie 4.0 qui a beaucoup de promesses et qui vous permettra de vraiment améliorer votre compétitivité et votre rentabilité. Alors, juste, je coupe le son de mon portable et également, s'il était possible pour vous de couper vos micros, donc si à un moment vous êtes déconnecté, vous vous reconnectez, de mémoire, je crois que le micro se réactive automatiquement, donc pensez à l'éteindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question dans la zone de conversation. On y répondra en toute fin de présentation. Si à ce moment-là, vous souhaitez prendre la parole directement en live, eh bien, n'hésitez pas à lever virtuellement la main avec la petite icône pour que on puisse savoir que vous voulez prendre la main et échanger un petit peu. Et comme l'a présenté Abby, on a essayé de faire en sorte que le webinaire soit le plus interactif et intéressant possible. Donc, on a inclus des petites phases de sondage qui vont apparaître au fur et à mesure de la présentation du webinaire. Donc, ça permettra pour vous de répondre et on analysera en fin de webinaire les résultats et on pourra les commenter et discuter autour de tout ça également. Donc ça fait pas mal d'informations et donc j'espère que cela vous plaira. Voilà, donc pour commencer, Perfactor, en fait, nous sommes un cabinet de conseil qui s'est donné pour objectif de vous aider à dépasser vos objectifs de performance. Donc c'est vraiment très large, mais c'est pour vraiment faire en sorte que vous puissiez performer encore plus et aller au-delà de vos limites et faire en sorte de booster l'ensemble de vos activités. Alors, au niveau de notre proposition de valeur, la manière dont on fonctionne réellement, c'est qu'on va déclencher des actions qui sont combinées, des actions qui vont permettre de faire de la synergie et assurer des résultats exponentiels grâce à une vision complète, globale, à 360 degrés de la performance de votre entreprise. Et pour pouvoir faire ça, en fait, on travaille sur 3 dimensions pour vous aider à vous développer. Une première dimension correspond au système d'information, donc avec notre programme IT Actor. Une deuxième voie qui est quelque part le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le digital et l'industrie 4.0. Et un dernier point avec le contrôle de gestion. Donc, en fait, on va aborder vos problématiques sous différents angles pour faire en sorte de faire émerger un maximum de valeur ajoutée et pour pouvoir créer des nouveaux projets, mettre en place des plans d'action et faire en sorte que ce soit le plus pertinent et le plus rentable pour vous. Alors, au niveau de notre valeur ajoutée, en fait, comme on analyse la totalité de la performance de l'entreprise, on ne regarde pas seulement le point de vue technologique, mais on regarde le point de vue aussi bien industriel, le point de vue financier, le point de vue organisationnel, la gestion des procédés industriels, la technologie. Donc, on a une compréhension vraiment fine de tous vos enjeux. Et notre spécificité, c'est la manière dont on va interagir avec vous, c'est-à-dire qu'on a un expert qui va interagir avec vous en direct pour vous permettre d'avoir un accès au plus haut niveau d'expertise et faire en sorte qu'on aille directement dans le vif du sujet. Il y a vraiment une attention particulière qui est posée sur la communication entre les différents acteurs, c'est-à-dire que depuis le comité de direction, la direction générale, les différentes parties prenantes, donc aussi bien l'informatique que les automaticiens, que les opérationnels, tout cela, en fait, on facilite les échanges parce qu'en fait, on comprend le point de vue de chacun. Et donc, ça permet justement de faciliter la résolution des conflits, de faire en sorte que les projets avancent plus vite, plus fort, et que vous ayez les résultats que vous recherchez, parce que justement, on est capable d'entendre et de comprendre chaque partie, chaque dimension de votre entreprise. Et donc, aujourd'hui, on développe en fait une approche un petit peu particulière, un petit peu innovante également. On fait de l'innovation aussi de notre côté, c'est-à-dire qu'on a allié à la fois la partie conseil, mais également la partie analyse avec une plateforme qu'on a développée en interne. C'est-à-dire que là, on voit un aperçu de la plateforme, on est capable de manipuler vos données pour être capable de dégager des opportunités vraiment business, des opportunités de transformation, pour pouvoir, à terme, générer plus de profit pour l'entreprise.
Donc, voilà en quelques mots la mission et ce que fait Perfactor, et la raison aussi pour laquelle je suis ici pour vous présenter l'Industrie 4.0. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'Industrie 4.0, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais présenter en fait différents sujets autour de l'Industrie 4.0. Le premier sujet, c'est vraiment une introduction pour que tout le monde soit à même de bien comprendre ce qu'est l'Industrie 4.0. Néanmoins, ça ne sera clairement pas le seul sujet du webinaire. C'est simplement pour que tout le monde puisse prendre le train en marche de la bonne manière. Alors, aujourd'hui, en fait, quand on entend Industrie 4.0, il y a plusieurs termes qui se cachent un petit peu derrière. On peut entendre parfois Smart Manufacturing, Smart Industry, usine intelligente, Smart Factory, usine du futur, usine connectée. Donc, juste pour être clair par rapport au vocabulaire, en fait, c'est le même concept, mais on a plusieurs mots pour décrire ce concept-là, cette approche-là. Donc, si vous entendez ça dans la presse, ne vous inquiétez pas, on parle toujours de la même chose. Alors, pourquoi 4.0? Pourquoi l'industrie 4.0? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs révolutions industrielles et le 4.0 correspond à la 4e révolution industrielle. Donc, la première révolution industrielle, en fait, c'était l'appel à l'énergie mécanique pour aider l'homme à transformer la matière. Donc, c'était faire un fond. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour la deuxième révolution, en fait, là, on voit qu'on a l'usage de l'énergie électrique avec l'avènement des chaînes de montage, des moteurs, donc au début du XXe siècle. Donc ça correspond à la deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, c'est celle plutôt de l'électronique, c'est-à-dire que on rentre dans une production de masse avec des coûts moindres. Et donc il y a l'apparition des machines à commande numériques, des robots, des automates, de tout ce qui est logique programmable. Alors il y a aussi l'arrivée d'Internet. On va pouvoir partager de plus en plus d'informations entre les individus, les entreprises. Il y a des émetteurs, des récepteurs qui peuvent être des ordinateurs, des imprimantes, des commandes numériques aussi, des automates. Et donc, ça crée en fait des mers de données, des gigantesques flots d'informations qu'il va falloir apprendre à gérer. Et donc, la 4e révolution, correspond à celle des cybersystèmes, autrement dit, la connectivité de toutes ces données-là dans les différents objets, les différents ensembles. Et donc, c'est un véritable facteur déterminant pour tout ce qui est Industrie 4.0. Donc, la connectivité des logiciels, la connectivité des équipements, la connectivité des données en fait, que l'on va utiliser, on va créer de l'intelligence en fait dans le système manufacturier pour créer plus d'adaptabilité dans la production et également allouer de manière plus efficace vraiment toutes les ressources de l'entreprise. Voilà. Alors, pour retenir 3 points importants par rapport à la 4e révolution industrielle, il y a le sujet des machines intelligentes qui sont en réseau. Donc, on doit connecter un monde d'équipements, des équipements machines, des flottes, par exemple des véhicules, des capteurs sur les chaînes de fabrication, des capteurs de température, des capteurs de pression, ce genre de choses-là. Également différentes applications. Donc, vraiment, connecter tous les ensembles entre eux. Le deuxième point, on va avoir des capacités d'analyse avancées. C'est-à-dire qu'on va combiner la puissance d'analyse sur les différentes données qui arrivent. On va être capable de générer des algorithmes de prévision. On va pouvoir automatiser sur des domaines d'expertise extrêmement pointus. Donc, on va pouvoir justement développer ces capacités d'analyse grâce à l'industrie 4.0. Le troisième point, c'est ce que l'on appelle l'humain augmenté, c'est-à-dire qu'on va connecter les gens entre eux et connecter les gens avec des machines. Donc, quand on parle de connecter, ce n'est pas forcément mettre un bras bionique, mais ça peut être simplement connecter et ajouter des informations pour permettre à l'humain d'être plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Donc tout ça pour un objectif très clair qui est de mieux développer, mieux designer, mieux opérer, maintenir plus vite et mieux les systèmes. Donc on va améliorer la qualité par exemple des produits et des services qui sont sur la chaîne de fabrication. On va améliorer le niveau de service. On va améliorer la sécurité également des hommes et des biens aussi, donc augmenter tout ça. Donc l'humain augmenté, le troisième point. Alors,
on entend souvent la 4e révolution industrielle comme étant une révolution technologique. Et donc, je vous ai présenté un petit peu cette analyse qui vient d'un cabinet de conseil qui a fait un sondage. Et ce sondage-là, c'était vis-à-vis des initiatives autour du 4.0, de l'Internet des objets qu'on appelle IoT, quelles étaient les difficultés les plus grandes que les entreprises avaient à faire face. Et donc, ce qu'on voit dans le graphique, ce n'est pas 100% technologique, bien au contraire. On est plutôt homogène, plutôt équilibré par rapport à différentes typologies de difficultés. On a des difficultés dans l'industrialisation, on a des difficultés dans l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, on a bien sûr le sujet technologique, on a la conduite du changement et on a également l'appui de la direction générale. Donc là, ce qu'on voit, c'est que clairement, on n'est pas seulement sur une problématique technologique, ça va bien, bien au-delà de ce sujet. Alors, on va passer sur la première question, donc pour garder un petit peu de dynamisme dans tout ça. Donc, l'idée, c'était de vous proposer justement de vous participer à votre manière et voir un petit peu au niveau de l'ensemble des participants, est-ce qu'on était sur un petit peu les mêmes ratios, les mêmes proportions. Donc, pour vous, donc il y a Abby va pouvoir vous partager en fait cette première question pour le sondage. Quelle est la plus grande difficulté ? Je viens de le partager, pardon. Super, merci beaucoup Abby. Donc là, moi je suis juste en vision avec la chose, donc je regarde si... ok, super. Parfait. Donc, je vais vous laisser répondre et moi, de mon côté, je vais continuer à présenter les choses et comme je vous l'ai expliqué, on dépilera l'intégralité des réponses à la fin. Voilà, alors, pour être plus concret, sur le terrain, des exemples de projets phares de l'industrie 4.0 pour vous montrer que cela touche tout le monde et qu'il y a des projets dont vous avez fort probablement entendu parler. Alors, quand on parle de la chaîne de fabrication, on peut faire en sorte de piloter la qualité. Donc, on va échanger les données entre les différentes machines qui sont sur la ligne de fabrication, ou via vers un serveur central. Donc, vraiment, faire en sorte d'améliorer, par exemple, la traçabilité, pouvoir mettre en place de l'assurance en termes d'inspection, en termes de mesures, en termes de contrôle. Un autre exemple de projet phare, celui en haut à droite, on voit tous les robots, la chaîne de fabrication, c'est quelque part l'image qu'on peut se faire de beaucoup de l'industrie 4.0, robotiser complètement une ligne de fabrication, on se substitue aux techniciens, et les techniciens n'auront plus un rôle de faire, mais plutôt de superviser la chaîne en elle-même. Un autre exemple, en bas à gauche, c'est aussi qui revient de manière assez régulière, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des lunettes à réalité augmentée, ou ça peut être aussi une tablette qui permet de faire de la réalité augmentée. Et là, dans un exemple, ça peut être par exemple ne plus avoir de documentation papier pour réaliser des modes opératoires ou pour pouvoir réaliser des actes de maintenance, par exemple, mais avoir ces lunettes-là et avoir en direct la manière dont il faut réaliser les différents actes sur une machine, par exemple. Donc ça, c'est un projet phare aussi qu'on peut trouver. Et un dernier projet, alors bien sûr, je développerai beaucoup plus des cas d'usage par la suite, mais là c'était pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de monitoring à distance, par exemple d'un équipement industriel sur le site, directement d'un client, pour en optimiser l'usage, donc ça c'est aussi une option qui peut arriver dans l'industrie 4.0. Alors, toutes les entreprises, toutes les tailles, tous les secteurs sont concernés. Donc là, je vous ai mis juste un florilège un petit peu de toutes les typologies d'industrie, mais c'est pour être très clair par rapport à ça. On touche tous les secteurs avec l'industrie 4.0. Par contre, ce qui va changer, ce sont les enjeux business, les attentes de vos clients, la manière dont les projets, vous allez pouvoir calculer la rentabilité, parce qu'en fait, un projet de lunettes connectées, admettons, eh bien, n'aura pas la même rentabilité en fonction du business que vous avez. Si vous faites du SAV ou si vous faites simplement, vous utilisez les lunettes pour faire de la formation de vos salariés, forcément, la rentabilité ne sera pas la même. Donc ça, bien sûr, il faut la calculer en fonction de vos besoins en propre.
Et bien sûr, les niveaux d'automatisation diffèrent. Mettre une dizaine de robots sur une chaîne de fabrication, forcément, ça coûte cher. Donc, le niveau d'automatisation, ben, c'est à mettre au regard de la rentabilité. Voilà, donc quand on parle d'automatisation, ce n'est pas forcément robot, ça peut être aussi l'automatisation dans tout un tas de choses, on verra un petit peu par la suite. Voilà, alors, si on veut découper un petit peu cette industrie 4.0 pour mieux la comprendre et mieux la saisir, on va la découper de trois manières. On va la découper en trois. Je vous propose ce découpage-là, en fait, pour vous simplifier un petit peu la vie et vous aider à vous y retrouver plus rapidement. Alors, quand on parle d'industrie, on peut donc soit voir une industrie comme étant une industrie qui va livrer, qui va produire de manière unitaire. Donc, chaque produit livré va être différent. Par exemple, si on équipe, si on réalise des équipements spéciaux qui vont être sur cahier des charges, vraiment sur mesure. Donc là, chaque machine va être différente. Donc, on n'a pas la même industrie 4.0 qu'une autre société. Donc, la catégorie production unitaire, petite série. On rentre dans cette catégorie-là, les équipementiers, tout ce qui est chantier naval, aérospatial, ferroviaire, pour vous donner des exemples. La deuxième catégorie, c'est la production de masse personnalisée. Alors là, on voit les camions, on considère l'automobile de manière générale, les équipements pour l'agriculture, tout ce qui est robotique. Tout ça, on est sur de la production de masse personnalisée. Alors, il y a quelque chose qui est, on va dire, un petit peu intermédiaire entre la production unitaire et la production de masse personnalisée, c'est si vous faites des équipements plutôt de manutention, parce qu'en fait, on a quand même une certaine régularité, une standardisation dans les produits, donc on peut considérer un petit peu entre les deux. Et la troisième partie, production de grande ampleur. Donc là, un exemple typique, c'est le secteur de l'électronique. On imagine très facilement de la production de microprocesseurs à des milliers d'exemplaires, toujours la même chose. Et donc là, c'est des très très gros volumes de production où la customisation est pratique. On m'entend plus? Ah, j'ai été coupé. Alors j'ai attendu, je viens de... C'est revenu. C'est revenu, oui. Est-ce que vous avez entendu jusqu'à quel moment? Juste que je puisse savoir où Vous avez été coupé 15 secondes à peu près. 15 secondes. Vous en étiez à production de grande ampleur, les semi-conducteurs. Merci beaucoup. Donc, secteur de l'électronique, microprocesseur, toujours la même chose, customisation très très minimaliste, donc toujours la même chose. Donc, si vous êtes dans le secteur de tout ce qui est système de ventilation, climatisation, chauffage, en fait, vous êtes un petit peu à l'intermédiaire entre la production de masse personnalisée et la production de grande ampleur. Alors, pour avoir une idée un peu plus précise de tout ce qui est solution Industrie 4.0, il y a deux catégories de solutions. Je simplifie de manière délibérée, hein, mais c'est pour que vous ayez vraiment une idée bien claire en sortant du webinaire. Alors, donc il y a le sujet de l'humain augmenté, c'est-à-dire que quand on est plutôt sur de la fabrication unitaire ou en petite série, l'objectif, c'est que chaque personne et la capacité d'être plus rapide, plus précis, tout cela grâce au digital. Donc l'humain perd moins de temps pour pouvoir réaliser son travail. Quand on est dans la production de masse personnalisée, l'objectif, et ce que va permettre l'industrie 4.0, c'est par exemple, de manière assez prioritaire, c'est de planifier la production pour maximiser l'efficacité de l'automatisation. Donc on fait en sorte de vraiment bien savoir comment les choses vont se goupiller les uns derrière les autres pour maximiser l'automatisation qu'il y a derrière. Et dans le cadre de grande ampleur, secteur semi-conducteur, là, on vise vraiment l'automatisation à 100%, quelque chose qui va se contrôler et se corriger elle-même. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'automatisé au maximum.
Donc, quand on parle de l'humain augmenté, eh bien, l'idée, c'est de digitaliser un petit peu la conception jusqu'à la mise en service. Donc, par exemple, on va réfléchir à tout ce qui est CAO, FAO, PLM, les machines à commande numérique, tout ce qui est cloud, jumeaux numériques également. Quand on va vouloir toujours dans l'humain augmenté digitaliser un petit peu tous les flux d'échange, eh on va penser à l'ERP, au MES, au CRM. Donc ça, c'est des choses qui sont assez communs associées au système d'information, mais qui sont néanmoins importants pour pouvoir assurer que l'ensemble fonctionne bien. RFID Data Matrix aussi pour digitaliser les flux d'échange. Et pour quand on est plutôt sur la chaîne automatisée, on va plutôt réfléchir à l'optimisation du TRS, donc avec de la maintenance prédictive, de l'IoT industriel, de l'edge computing, des capteurs intelligents. On va vouloir mettre en place des boucles fermées de rétroaction, donc pour pouvoir mesurer en sortie des machines et voir si on commence à avoir des dérives pour aller corriger les paramètres d'entrée, donc avec des lasers, des 3D scans, des caméras, ce genre de choses-là. Au niveau, si on a des actions d'assemblage au niveau de la chaîne de production, on va penser aux robots, aux cobots, aux AGV. On va améliorer la traçabilité, donc toujours avec le RFID, le Data Matrix, des systèmes de traçabilité unitaire. Donc on a vraiment cette dimension-là au niveau de l'automatisation de la chaîne. Alors, question numéro 2. Votre enjeu business est-il dans l'humain augmenté ou la chaîne automatisée? C'est quelque chose que l'on voulait vous poser comme question. Donc, est-ce que vous êtes plutôt dans un business dans lequel vous imaginez que le technicien est plutôt assisté dans ses réalisations, excusez-moi pour la coquille, et ou la chaîne automatisée, le technicien supervise et ne réalise plus, ou aucun, ou les deux, pour vous donner l'opportunité d'être exhaustif. Alors, les champs d'application, c'est vraiment très large au niveau de l'industrie 4.0. On a l'exploitation, on a la maintenance, on a les sujets logistiques, on a l'accompagnement des agents industriels et on a la relation client. Donc, en termes de bénéfices associés, on va pouvoir améliorer les performances qui sont vraiment terrain, opérationnel. L'idée aussi, c'est améliorer l'image de marque, la notoriété vis-à-vis du côté innovant, Industrie 4.0 qui est associé. Améliorer la sécurité, améliorer les conditions de travail, améliorer la satisfaction client et améliorer sur les coûts et les coûts de maintenance, plus particulièrement. Voilà, donc en termes de champ d'application. On va prendre un petit peu plus de recul pour vous donner un petit peu une idée d'une approche. Alors ça, c'est une approche intéressante que je vais vous partager. Comme en fait, les systèmes d'information et l'industrie 4.0, on parle de digital, on parle de beaucoup de choses, et là, ça permet de voir avec un bel ensemble l'intégralité de ces sujets-là. Donc, si on regarde, en fait, on va commencer par ce que l'on appelle la digitalisation pour poursuivre vers l'industrie 4.0. Et en ordonnée, on a la notion de valeur, donc la valeur apportée à l'entreprise qui va grandir plus on va avancer dans la maturité et dans l'évolution de votre industrie 4.0. Au début, on va informatiser, on va rajouter des ordinateurs, on va informatiser les ensembles, on va ajouter des logiciels. Ensuite, on a le deuxième palier qui correspond à la connectivité. On va commencer à relier les différents systèmes pour améliorer la qualité des données, être plus global, avoir une vision un peu plus d'ensemble. On rentre dans l'industrie 4.0, en fait, quand on commence à vraiment rentrer dans ce sujet de visibilité. La question de voir. Vous êtes dans l'atelier, vous voyez les choses par vos yeux, mais est-ce que, grâce à vos données, vous voyez la même chose? Est-ce que vous voyez ce qu'il se passe dans l'atelier grâce aux données auxquelles vous avez accès? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être sur un certain périmètre. Donc, en tout cas, ça, c'est à vous de répondre. Mais en tout cas, il y a un vrai premier palier, si vous l'atteignez, c'est de dire, OK, on voit de manière digitale la manière dont les choses se comportent dans l'entreprise. Le niveau d'après, c'est un niveau de transparence. Donc, c'est une fois que vous voyez les choses, vous essayez de comprendre pourquoi. Et donc, quand vous arrivez à cette étape-là, vous répondez à la question pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent. Et si la réponse digitale, enfin si les moyens digitaux sont en place, eh bien, les informations, les données les transmises vous permettront de répondre à pourquoi j'ai cette situation-là qui arrive. Ensuite, un cran au-dessus, on arrive aux capacités prédictives. Alors là, on va être capable de comprendre ce qui va se passer dans le futur pour être préparé
et anticiper la manière dont les choses vont se passer. Donc vraiment dans le prévisionnel, dans le prédictif. Donc là, on rentre un petit peu avec des capacités vraiment d'intelligence artificielle, entre autres, mais pas que. Et pour arriver au Graal, ce qu'on pourrait dire pour certains sujets, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire le système est capable de s'auto-optimiser. Donc, l'objectif final, c'est comment parvenir à une réponse autonome. Vous avez un système qui est capable de voir ce qu'il se passe, comprendre la raison pour laquelle, admettons, on parle d'une dérive dans des mesures, il comprend pourquoi. Il va être capable d'anticiper pour dire, bah, par exemple, ah, c'est juste une alerte comme ça, mineure, les choses vont rentrer dans l'ordre, ou non, c'est une véritable dérive, il va falloir faire quelque chose, il va falloir se préparer. Et une fois que la machine est suffisamment mature, autonome, on pourra dire, bah, maintenant qu'on a levé l'alerte dans les capacités prédictives, en disant, attention, on va dépasser un certain nombre on va dériver, on va sortir de la conformité, eh bien, la machine pourrait déclencher elle-même son autocorrection pour optimiser elle-même sa fabrication, rester dans les tolérances produits. Voilà, donc ça donne une idée vraiment par rapport à la structure de l'industrie 4.0. Alors, question numéro 3. Aujourd'hui, pour vous, pour votre gestion de votre production, est-ce que vous estimez voir correctement les choses? Donc là, on est déjà sur le fait de, est-ce que, selon vos données, est-ce que, alors là, oui, mes données remontent mes données remontent des informations pertinentes et je les exploite au quotidien. Non, les données ne sont pas à 100% fiables et j'ai besoin d'aller en direct dans l'atelier pour m'en assurer, ou je ne me sens pas concerné. Voilà, donc ça permet de couper la poire en deux et savoir un petit peu par rapport à l'audience, voir comment est-ce que vous vous situez. Alors, quand on voit comment les choses fonctionnent, on se rend compte qu'on va rentrer progressivement, grâce à l'industrie 4.0, vers une entreprise qui est modulaire. Et donc, quand on parle de modularité, ce qu'on voit, c'est qu'on va essayer de travailler l'entreprise de manière différente pour rendre l'entreprise, voire en fonction de briques ou de Lego de l'entreprise. Et donc, on va découper tout ça en modules ou en composants. En anglais, on appelle ça le componentization. Donc, en français, il n'y a pas de terme composantisation. Enfin, c'est pas très clair pour le transformer en anglais. Mais donc, découper l'entreprise en modules pour être capable de justement séquencer tout ça au niveau de l'industrie 4.0. Donc, on a besoin de référentiels, d'architecture commune. Donc ça, c'est important pour vous de le savoir. Il y a des gros enjeux qui se font au niveau mondial de la création de référentiels, et c'est un petit peu un combat similaire aux normes. Là, juste pour vous donner quelques exemples, il y a la Chine qui travaille dessus avec l'INSA, il y a un autre consortium, association mondiale qui travaille sur un référentiel et une architecture commune sur l'industrie 4.0. Il y a, pour peut-être certains qui peuvent le connaître, le RAMI, donc c'est la version allemande ou européenne, après on peut élargir à ça, de l'industrie 4.0. Comme il faut savoir que l'industrie 4.0 vient d'Allemagne à la base. Et il y a aussi le NIST qui vient des US. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas qui sera vainqueur, mais c'est vraiment un sujet similaire aux normes. Et donc, il faut suivre de manière attentive la suite des événements. Mais en tout cas, ce qui est important de bien comprendre, c'est que chaque entreprise deviendra un maillon d'un 4.0 plus grand. Donc là, l'idée par rapport au partage des petites poupées russes, c'est vraiment que tout produit, tout sous-traitant, tout équipement est considéré à l'aune de l'industrie 4.0 comme le maillon d'une chaîne plus grande. Donc, vos fournisseurs deviendront des fournisseurs avec une dynamique 4.0, vos clients se transformeront aussi avec le 4.0, ce qui fait que vous devez être prêt pour justement tous ces sujets-là, parce qu'en fait, le risque, c'est d'être mis de côté, parce que les changements vont se faire en amont et en aval, et il faut absolument que vous soyez également dans la course. En termes de cas d'usage, pour rentrer encore plus dans le terrain, pour avoir un bon exemple,
pour donner une visualisation globale, moi j'aime beaucoup Pareto. Quand on parle de l'industrie 4.0, à 80%, on va travailler de l'excellence opérationnelle et à 20%, on va plutôt être sur la croissance avec la création de nouveaux services, pour vous donner une idée des ratios à garder en tête. Alors, là, on est sur 12 cas d'usage clés de l'industrie 4.0. Ce sont des choses qui sont déployées aujourd'hui dans les entreprises et qui, peut-être, pourraient vous intéresser. Donc, on a le cas d'usage au niveau de la production additive, impression 3D. Donc, c'est un cas d'usage assez classique, traditionnel, mais peut-être totalement non pertinent pour votre business, mais c'est néanmoins quelque chose qui est énormément développé. Le sujet de l'ingénierie digitale, qui est avancé sur les produits. Donc, il y a déjà des choses que vous réalisez fort probablement avec des outils de CAO, FAO, etc. Mais donc, on va vraiment plus loin dans cette démarche. Il y a le sujet des opérations de l'exploitation augmentée. Il y a le sujet de l'optimisation grâce aux des actifs et de la performance de l'usine grâce aux données. Nous avons l'optimisation de l'inventaire par les données. Comment faire en sorte d'éviter d'avoir à réaliser un inventaire laborieux et que ce se fasse de manière la plus automatisée possible. Du contrôle qualité par les données. Alors, avec le comité digital, on a lancé une initiative autour de la Equipment as a Service. Donc là, ça correspond à des nouveaux modèles de business qu'on peut généraliser en disant Everything as a Service, donc tout en tant que service. Il y a le sujet de la collaboration humain-robot, la maintenance prédictive, tout ce qui est test, contrôle, inspection des actifs à distance, les services à distance et la formation virtuelle. Donc ça, c'est des cas d'usage vraiment très clés qui vous permettraient de rentrer à plein dans l'industrie 4.0, si tant est que c'est rentable pour vous, encore une fois. Alors, question à choix multiples ici. Donc justement, j'ai repris un petit peu tout ça pour voir les sujets que vous avez déjà abordés aujourd'hui dans votre entreprise et ceux que vous projetez de mettre en place. Donc, que ce soit quelque chose que vous avez déjà fait ou sur lequel vous êtes intéressé, sélectionnez les cas d'usage qui vous intéressent. Ça permettra de voir en fait si quelque part il y a une convergence un petit peu dans les attentes ou les projets Industrie 4.0 que vous souhaitez mettre en place au niveau des personnes qui assistent au webinaire. Alors, souvent, on entend Industrie 4.0, on entend intelligence artificielle qui est derrière. Donc, je ne vais pas détailler tout, bien sûr. Je vous présente ici le top 10 des cas d'usage que l'on retrouve de manière commune autour de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Donc, le premier cas d'usage majeur, pratiquement 25% des situations, c'est la maintenance prédictive. On prédit lorsque la maintenance doit être réalisée. Donc, on combine des capteurs, parfois des sources externes, et on réalise des analyses prédictives sur tout un tas d'événements qui sont enregistrés pour être capable de prédire quand est-ce qu'il va falloir réaliser des opérations de maintenance. Le deuxième cas d'usage, c'est plutôt tout ce qui est inspection assurance qualité, par le biais de caméras, laser. Donc, l'inspection va être basée sur l'intelligence artificielle. On va automatiser l'inspection grâce à des caméras, des lasers. Et donc, rien qu'en passant par là, ça correspond à peu près à la majeure partie des cas d'usage. Le troisième cas d'usage, l'optimisation du process manufacturier. Alors, dans ce cas-là, on va parler des machines autonomes qui se corrigent par elles-mêmes. Alors, c'est l'un des cas d'usage qui paraît le plus évident, le fait de dire, voilà, on va se corriger automatiquement. Maintenant, l'optimisation automatique d'un process par l'intelligence artificielle, ça reste quand même assez difficile à implémenter. C'est pas naturel, il y a un petit peu de temps à passer, mais il y a des belles promesses là-dessus et il y a des très beaux résultats. C'est souvent ce qui nous arrive à l'esprit quand on parle de l'intelligence artificielle et de l'optimisation des process de fabrication. Alors, juste pour le dernier, optimisation de la supply chain, en général, on parle de l'inventaire. Donc, c'est améliorer la gestion de l'inventaire grâce à des outils d'intelligence artificielle. C'est souvent ce cas-là. Voilà, je m'arrête là pour la description des cas d'usage plutôt sur l'intelligence artificielle. Alors, pour vous aider,
avec le CINMOP, nous avons mis en place en fait quelque chose d'exclusif, c'est-à-dire qu'on propose aux adhérents du CINMOP un échange exclusif offert de 30 minutes avec Perfactor, avec moi-même, pour répondre aux questions sur l'industrie 4.0, pour vous aider à amorcer la situation et passer à l'action, et faire en sorte que, justement, s'il y a des questions qui émergent par rapport à la présentation, vous puissiez rapidement avancer et pas rester dans l'interrogation. Donc, c'est quelque chose sur lequel on reviendra à la fin. Mais en tout cas, sachez que justement, c'est une offre spéciale qui vous permettra d'avancer sur le sujet. Alors, une question assez simple. Pensez-vous que cet échange de 30 minutes pourrait vous être utile? Oui, non, je ne sais pas. Pour savoir si, ce à quoi vous pensez sur le sujet. Alors, il y a un questionnaire, l'année dernière, si je ne m'abuse, oui, bien sûr, qui vous a été envoyé à tous les adhérents du CINMOP, et donc je vais faire un petit retour, une petite analyse sur la situation. Comme il y a eu beaucoup de retours vers Abi, comme quoi ça pouvait être intéressant d'y retravailler un petit peu sur les chiffres, donc là, justement, je vais me prêter l'exercice. Alors, juste un retour sur le profil des répondants. Donc, au niveau du questionnaire, on avait plus de 55% des effectifs, des répondants qui ont un effectif inférieur à 50 personnes. Plus de 75% ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. La majorité, c'était des fabricants ou des intégrateurs ensembliers. Et pour plus de 85%, les personnes avaient répondu avoir déjà entamé le processus de transformation numérique. Voilà, pour remettre le contexte. Alors, j'ai pris un petit florilège des différents slides qui étaient proposés, et donc je vous propose un éclairage un petit peu différent pour aller plus loin. Alors, là, ici, il y a deux points de vue. Point de vue dirigeant, point de vue collaborateur. En synthèse, quand on regarde le camembert du point de vue des dirigeants, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près 33%, donc un tiers des dirigeants qui se considèrent très en retard ou en retard. Quand on regarde le point de vue des collaborateurs, et en fait, on est plutôt aux trois quarts, entre très en retard et en retard. Et donc, il y a une véritable distorsion en termes de point de vue sur la situation de la digitalisation, de la transformation digitale. Et c'est aussi associé au fait que le digital est énormément utilisé par les particuliers, plus que par les entreprises, et ce qui fait que cette notion de retard, en fait, n'est pas perçue de la même manière. Les collaborateurs, au final, ont un point de vue beaucoup plus B2C du digital que peuvent avoir les dirigeants dans ce métier d'être dans le B2B. Donc, les collaborateurs voient l'entreprise de ce point de vue particulier et non pas d'un point de vue purement business B2B. Alors, c'est intéressant de voir ça. Ça peut être un levier dans la mesure où il y a beaucoup d'usages qui sont hérités du B2C. Il y a 20 ans, on pouvait dire que 20-30 ans, on pouvait dire que l'informatique était plus en avance côté entreprise plutôt que particulier. Et là, on est complètement dans la démarche opposée. Donc, il y a des choses qu'on peut apprendre à ce niveau, dans le B2C, pour pouvoir implémenter des choses vraiment très intéressantes dans le B2B. Donc, si les collaborateurs ont des idées, justement, profitez-en. Ça vous permettra d'alimenter votre réflexion. Il y avait un classement des enjeux pour l'entreprise également. Donc, il y avait le premier à pratiquement 60% qui était rester innovant avec la simulation des procédés. Et là, je fais un petit peu le parallèle ici à droite avec les cas d'usage. Donc là, on est sur le sujet de l'ingénierie digitale avancée des produits. Améliorer la productivité, la gestion de production, donc c'était faire en sorte d'avoir des opérations augmentées, une exploitation augmentée. Pardon. Alors, sur ce sujet-là, le troisième sujet, impliquer les collaborateurs, continuité numérique, communication temps réel. Alors, il n'y a pas de cas d'usage en propre, mais néanmoins, c'est un sujet quand même critique. Mais c'est pas, on ne peut pas le classifier comme un cas d'usage standard comme on peut classifier pour les autres. Ensuite, on a le sujet de la maintenance prédictive. Assurer la traçabilité, donc c'est au niveau de la gestion, optimisation des actifs. Co-créer avec un écosystème, machine as a service, donc là c'est les nouveaux business models, se développer à l'international, alors bon, ça c'était une idée que j'avais moi de mon côté, c'est tout ce qui est la notion de la distance également, alors ça va bien au-delà bien sûr, je n'irai pas réduire ça à une gestion de la distance, mais ça participe.
Et dans la question de recruter les talents, on a aussi, alors bien sûr, c'est pas généralisé, on a aussi le sujet de la formation virtuelle. Côté frein à la digitalisation, on voit qu'il y a le manque de temps qui arrive en premier. Ensuite, on a le manque de compétences en interne, les résistances au changement en interne, et pour finir, les moyens financiers et le manque de leadership. Donc, quand on a cette situation-là, au niveau du manque de temps, les options envisagées, donc c'est vraiment en termes de séquence, il faut vraiment avoir un message clair et volontaire au niveau de la direction pour savoir qu'on va entamer sa transformation, être capable de monter une équipe dédiée. Alors, bien sûr, je parle des options. Ne pas travailler en silo, une équipe multidisciplinaire, travailler sur le long terme avec une vision vraiment héroïste des projets. Donc, chaque projet, de manière unitaire, doit avoir un retour sur investissement positif, parce qu'on ne peut pas avancer comme ça avec un espoir de retour sur investissement qui se calcule en années. Il faut que ce soit des ROI rapides. Et donc, on peut avoir du financement interne ou externe. Alors, le point important, c'est qu'il faut se lancer par rapport à la digitalisation. Alors, effectivement, il y a le manque de temps, mais il faut être capable de s'engager dans cette démarche-là. Alors, comment commencer? On va avoir deux approches pour un même objectif. Donc, je les ai appelés d'une certaine manière, ça permettra pour vous de vous y retrouver. Il y a d'autres approches, c'est celle que je vous propose aujourd'hui pour vous aider à aborder le sujet. Une approche que j'ai appelée top-down, donc du haut vers le bas, donc plutôt une vision, enfin l'utilisation d'une vision directrice. On va nommer un leader, on va auditer la situation existante de l'entreprise, on va regarder quelle est la cible que l'on va déterminer. Ensuite, quand on a la situation actuelle, la cible, on est capable de créer un plan. Grâce à ce plan, on va pouvoir connaître ce qu'on appelle la roadmap, la feuille de route. On va évaluer le retour sur investissement par projet. On va mettre en place une équipe qui va être capable de déployer étape par étape le plan. On va capitaliser sur le vécu et on va mettre à jour le plan pour faire évoluer progressivement et s'assurer qu'il soit toujours à jour. Donc ça, c'est une approche plutôt directive top-down. De l'autre côté, on va avoir une approche un petit peu différente, que j'ai appelée plutôt terrain, mais après, c'est vraiment une question de feeling aussi. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un système d'information qui existe, il n'est pas parfait. Donc l'idée, c'est de corriger les défaillances du système actuel. On va vraiment attaquer les points de douleur des collaborateurs. Qu'est-ce qui fait que les collaborateurs ont du mal à travailler, ont des difficultés? On va faciliter leur travail. On va obtenir une image de la situation de manière bien plus fiable. Donc là, pour rappel, par rapport aux briques avec la valeur qui s'ajoute, on va voir ce qu'il se passe dans l'entreprise. Et à partir de là, on va être capable de corriger les écarts entre ce qui se passe réellement dans l'atelier et ce qui est visualisé grâce aux données. Donc là, on va faire une espèce d'ajustement pour justement s'assurer que l'ensemble est complètement cohérent au niveau digital et qu'on peut s'y fier. Et donc pour faire ça, il va falloir nommer des responsables data, des responsables des données, comme des responsables que l'on a de différents services dans l'entreprise. On va avoir des responsables de data qui sont responsables de la bonne tenue de ces données, de la fiabilité des données il faut que ces données soient à jour pour pouvoir être exploitables. Et donc là, il va falloir nommer des responsables. Des actions vont être entreprises pour former les utilisateurs au bon usage du système d'information. Donc tout ça pour vraiment avancer sur le terrain et être très très concret, pragmatique et faire en sorte que les choses avancent. Ensuite, une fois que les choses vont mieux, on va commencer à installer de nouveaux outils, des modules complémentaires. Donc toujours dans une optique d'attaquer directement les points de douleur des collaborateurs. Et l'idée, c'est d'apprendre en marchant. Donc deux approches différentes, mais avec un point commun, c'est vraiment l'engagement. On a besoin d'engagement dans ces deux approches-là pour pouvoir réussir à transformer l'entreprise et à faire en sorte de rentrer dans l'industrie 4.0 et de développer jusqu'à la marche que vous souhaitez atteindre. Question, quelle approche aurait votre préférence? Est-ce que c'est plutôt une approche directive, top-down, avec un audit, une stratégie, un plan, plutôt inside-out, plutôt approche terrain, plutôt construction, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, on améliore de manière progressive? Un mélange des deux, peut-être, dans votre idée, il y a quelque chose qui émerge comme ça, ou peut-être autre chose sur lequel vous avez en tête, ou aucune préférence, si vous ne voulez pas rentrer dedans. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à mettre votre réponse sur le sondage. Alors, je reviens juste pour très rapidement sur ce slide-là. On a vraiment le sujet, que se passe-t-il? Voir les données. Pourquoi cela se passe comme ça? Comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Être préparé. Donc, quand je regarde un petit peu le sondage qui a été fait, et que je regarde sur la dimension voir, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui les personnes qui ont répondu au sondage étaient à même de voir la situation ou pas, ou comment est-ce que les choses se passent sur cette brique-là. Donc là, pour la majorité, vous avez un système d'information qui existe, même s'il est imparfait. Là, ce qu'on voit, c'est ici dans la réponse des outils existants. Vous avez de la suite bureautique, des outils de conception 3D, de la prise en main à distance, de l'ERP, gestion de la paie, gestion CRM. Donc là, entre 72 et 60, ça descend jusqu'à 60%, donc vous êtes quand même équipé, donc jusqu'à un certain point, donc vous avez quelque chose. Donc, posez-vous la question, aujourd'hui, c'est quoi l'usage de ces outils? Alors, vous pouvez penser aussi à d'autres outils qui sont peut-être plus pertinents pour vous, mais donc, dans les outils qui sont implémentés déjà chez vous, quel est l'usage de cet outil-là? Est-ce qu'il correspond en fait à l'usage que vous imaginiez au départ? En quoi il y a un écart? En quoi il est imparfait par rapport à ce que vous auriez souhaité? Ou par rapport à de la manière dont vous l'utilisez aujourd'hui, ça peut être même imparfait. Pourquoi c'est imparfait? Comment vous pourriez y remédier? Et qui est en charge de son bon usage? Donc là, je n'attends pas des réponses dans un sondage, c'est plus pour vous faire réfléchir, vous aider dans une démarche intellectuelle pour justement se dire, ben voilà, j'ai quelque chose aujourd'hui chez moi déjà, et comment est-ce que je me positionne par rapport à ce qui existe? Alors, il y avait un focus sur le SAV. Alors, en grande partie, donc là, le SAV, pour vous, c'était une opportunité business. À pratiquement 50%. C'est une BU bien structurée, profitable. Donc, il y avait quand même un fort enjeu business derrière. Et donc, il y avait une analyse un petit peu des différents services numériques rattachés existants au SAV. Donc, quelque part, là, il y avait faire une demande d'intervention à 36% à peu près. 35,9, ce qui montre qu'en fait, il y a un tiers des personnes qui sont équipées de services numériques pour quelque chose qui est extrêmement rentable, déclaré comme étant rentable, avec une véritable opportunité business derrière. Donc, il y avait des sujets de téléchargement de documentation technique. À 30%, il n'y avait aucun service. Certains font de la commande de pièces détachées, de la maintenance prédictive pour 12%, 8, et catalogue électronique e-class. Alors, par rapport à votre entreprise, si vous avez un service SAV, vis-à-vis de ces sujets numériques-là, de ces outils numériques, comment est-ce que vous positionnez? Est-ce que vous êtes plutôt d'en voir, d'en comprendre, d'en être préparé, jusqu'à auto-optimisation, mais en tout cas probablement sur les premières catégories. Donc, alors quelque part, si vous faites de la maintenance prédictive, ça veut dire que vous êtes plutôt dans être préparé. Si vous faites une demande d'intervention, vous pouvez être dans voir, c'est-à-dire que vous voyez effectivement qu'il y a une demande, mais peut-être que vous êtes aussi dans l'étape comprendre, c'est-à-dire que vous avez des capteurs sur la machine de celui qui fait la demande d'intervention pour pouvoir comprendre pourquoi il y a une demande d'intervention qui est faite. Et donc c'est l'étape un petit peu avant d'une maintenance prédictive qui serait de dire, voilà, j'ai détecté une dérive et je lance automatiquement une demande d'intervention, par exemple, ou j'interviens directement sur la machine. Voilà, donc ça, c'est sur le focus SAV. Ensuite, un autre focus, c'était sur la gestion des pannes. Alors, au niveau de la gestion des pannes, outre le fait que dans les réponses, il y avait, en cas de panne majeure, pour 22%, les répondants avaient dit qu'ils ne savaient pas quoi faire, qu'il n'y avait pas de procédure en cas de panne majeure. Donc, au-delà de ce fait-là, quand il y a des procédures, des équipements en place, quand il y a un plan de reprise d'activité, par rapport à un cas de panne, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes capable de voir qu'une panne arrive? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, grâce aux données, la raison pour laquelle il y a une panne? Est-ce que vous avez été informé avant que la panne arrive?
et que bon, la panne s'est produite, mais quelque part vous étiez préparé, peut-être qu'il y avait eu une commande automatique de pièces de rechange qui avait été générée dans votre système, ou peut-être qu'en fait la panne, ça a été simplement un événement qui a été relevé, comme quoi vous auriez pu avoir une panne, mais grâce à votre auto-optimisation, vous avez pu l'éviter. Donc, comment est-ce que vous vous situez? Vous êtes peut-être à même d'y répondre. Alors, j'en ai terminé vis-à-vis de cette présentation. Je reviens sur le sujet, si vous avez des questions. Justement, le Synop Hyperfactor vous propose donc un échange de 30 minutes pour justement vous aider à y voir plus clair sur votre situation. Donc c'est quelque chose d'offert et d'exclusif, et faire en sorte que vous puissiez avancer sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons sur notre site internet, vous aurez la présentation avec les liens, donc vous pourrez cliquer directement dessus. Un livre blanc sur la transformation digitale et tout ce qui est Industrie 4.0, et également un autre livre blanc sur tout ce qui est IoT industriel. Donc c'est des livres très complets où il y a beaucoup de pages, beaucoup de matière qui vous permettra d'avancer.